Salut YouTube, salut tout le monde. Ravi de vous retrouver sur la chaîne. Ça fait plus de 3 mois que j'ai pas sorti de vidéo. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire un gros bilan de ces 3-4 derniers mois qui se sont passés, qui se sont écoulés. J'ai pas mal d'annonces à vous faire. Il y a des choses qui ont changé, notamment sur la partie immobilière avec des nouveaux projets. Donc voilà, je vais vous faire part de tout ça aujourd'hui. Évidemment, comme à son habitude, on ira faire le bilan également de mes performances en bourse sur mon PEA et mes comptes titres. On va voir les derniers mouvements que j'ai pu faire. Voilà, je vous propose finalement de faire un gros point sur ces derniers mois au sein de cette vidéo. C'est parti, vamos! Avant de commencer, je voudrais préciser, parce que ça fait plusieurs mois finalement que je n'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, peut-être que vous allez être nombreux à me découvrir. Voilà, il y a une page dont le lien est en description de cette vidéo qui vous décrit tout simplement qui je suis. C'est écrit ici, je suis Thomas, je m'appelle Thomas, j'ai 42 ans, je suis père de 2 enfants et je suis salarié à plein temps dans la vie. Donc sur cette chaîne, vous allez retrouver tout simplement un partage de mon parcours de mes investissements en bourse et en immobilier. Je ne l'ai pas précisé, mais ça fait 2 ans également que je fais la location courte durée. Donc voilà, je ne suis pas un professionnel, je suis une personne lambda qui essaye de mener à bien mes investissements. Et sur cette chaîne, je partage un petit peu mon parcours. Le plus important sur cette page, c'est notamment mon pseudo Discord et mon pseudo Twitter. Si jamais vous avez envie de partager, d'échanger avec moi en face à face, je n'ai pas de Discord ou de Twitter communautaire. On est vraiment, à partir du moment où vous utilisez ces liens-là, ça va être des échanges privés entre vous et moi. C'est ce que j'apprécie le plus. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est vraiment le gros avantage de cette page-là, mes 2 pseudos Discord et Twitter. Ensuite, en dessous, vous retrouverez mon fichier Google Sheet de suivi pour mes performances en bourse, qu'on verra juste après. Sachez que voilà, c'est un fichier entièrement gratuit, je vous demande rien du tout, pas d'adresse email, pas de numéro de téléphone, aucun contact, vous pouvez le télécharger gratuitement. Sur la chaîne, j'ai fait une vidéo qui date un petit peu maintenant, mais elle est là, fichier de suivi de portefeuille, tutoriel et mise à jour 2024, où dans cette vidéo, je vous explique pas à pas comment paramétrer le fichier de suivi. Et ensuite, c'est une des annonces que je voulais vous faire aujourd'hui. Sachez que je suis en partenariat avec Bourse Direct depuis quelques mois. La raison, elle est toute simple, c'est que c'est mon courtier PEA depuis toujours. Vous pouvez voir mes portefeuilles ici. C'est mon courtier, j'ai pas bougé de chez eux. Ils sont venus me voir en me disant, voilà, Thomas, on te propose une offre. Donc si vous cliquez, en plus, si vous cliquez dessus, vous allez arriver voilà, sur ma page dédiée. Donc moi j'ai une tête un peu de ouf, mais on s'en fout. Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est qu'en fait, on est passé, finalement, ça donne droit à une offre de parrainage un peu boostée. Avant, c'était 30 € de frais de courtage offerts en utilisant mon lien. Là, ça passe à 200 €. Voilà. Moi, en échange, je touche 30 €. Mais vous êtes, voilà, en toute transparence, comme d'habitude sur la chaîne. Vous avez 200 € de frais de courtage offerts sur Bourse Direct. Donc, ce qui est vraiment super intéressant. Les frais de courtage, c'est à chaque fois que vous allez passer un ordre sur la plateforme, que ce soit d'achat ou de vente, la plateforme va prendre ce qu'on appelle un peu une commission, un frais de courtage pour exécuter les ordres. Et donc du coup, à chaque fois, c'est des petites sommes qui sont perdues finalement. Ces frais-là, on les retrouve jamais. Et donc du coup, avoir des frais de courtage qui sont offerts vous permet de pas perdre ces frais-là, jusqu'à hauteur de 200 €. Donc voilà, c'est une offre de parrainage boostée. Donc c'est cool. Moi j'aime bien Bourse Direct. L'interface est comme elle est depuis toujours. Il y a des courtiers qui sont apparus depuis quelques années qui sont beaucoup plus modernes. J'échange beaucoup avec Bourse Direct pour essayer d'améliorer les choses, pour essayer d'améliorer les fonctionnalités. Moi, c'est mon courtier, donc logiquement, ils sont venus me démarcher. J'ai trouvé que c'était super cool de me démarcher dans un premier temps, et de deux, de vous permettre d'avoir une offre de boostage, une offre de parrainage un peu plus boostée que l'offre traditionnelle. Et ensuite, là, vous avez mon lien de Giro, qui est mon courtier compte titre ici. Où vous retrouvez mon compte titre. Derrière, on peut trader les cryptos depuis quelques mois, j'ai l'impression. Je ne l'ai pas fait. Il faut apparemment valider son identité. Je le ferai, mais je n'irai pas trader des cryptos. Ce n'est pas dans mes plans. Mais voilà, encore une fois, vous pouvez trouver une offre de parrainage sur 2 Giro. Ce rappel étant fait, on va passer maintenant à mes investissements en bourse, voir comment ils se sont comportés depuis 3 mois. Donc on va passer sur mon fichier Google Sheet de suivi. Et on va commencer par le PEA. Donc voilà, c'est ce que je disais juste avant. Ça, c'est mon fichier Google Sheet de suivi que vous pouvez trouver de manière gratuite, téléchargeable. Et suivez la vidéo tutoriel que j'ai mis sur la chaîne si vous voulez avoir les mêmes rendus. Donc là, premier onglet, c'est le dashboard. Donc on voit que j'ai aujourd'hui une valorisation de mon capital qui approche les 20 000 €. J'ai commencé en 2020, donc j'ai une performance totale de 41%. Comment je calcule mes performances de manière générale? C'est très simple, ce n'est pas des calculs les plus
précis possible, type TRI et compagnie. En fait, je regarde l'argent que j'ai investi, je regarde la valorisation et je fais un taux de variation. Pareil pour ma performance annuelle et ma performance mensuelle. Donc là, on voit qu'on est le 15 août aujourd'hui, c'est férié. Sur le mois d'août, on fait une performance positive de 0,80%, ce qui fait une plus-value latente de 158 euros. Et sur l'année, on est à 6,43%, soit une plus-value de 1162 euros. On peut voir un petit peu mes allocations ici de manière globale. On va regarder dans les autres onglets de manière précise la répartition de mon portefeuille sur les actions. Et on voit également les dividendes que je peux toucher. Donc voilà, ça c'est un fichier que je fais, qui me permet de suivre mon investissement en bourse sur mon PEA. Je vous propose d'aller tout de suite dans l'onglet historique pour voir un petit peu comment s'est comporté finalement mon portefeuille. Vous le voyez, je suis mon portefeuille mensuellement depuis 2024. Je ne l'avais pas fait les années précédentes et je trouve que c'est intéressant, en tout cas, de voir un petit peu comment se porte son portefeuille. Donc, on peut voir qu'on était quand même sur une année pas facile, notamment à cause de tous les facteurs macroéconomiques qui peuvent se passer un peu partout, notamment aussi principalement dû également à toutes les annonces de Trump. Mais on voit que si on s'était arrêté au mois d'avril, qui était ma dernière vidéo sur la chaîne, on avait une performance annuelle qui était négative de moins 1,27%. Et on voit que là, on a quand même bien rattrapé, puisqu'on est à 6,47. Donc on a fait un mois de mai assez performant. Si on se compare après, depuis le mois de mai finalement, depuis le mois de mai, on a pris 7,74%. Je ne devrais pas prendre le mois d'août, donc on va juste calculer cette partie-là. On a pris 6,94%, ce qui est plutôt intéressant. Si on compare à des indices de référence comme le SP500, qui est l'indice américain, on voit que lui, il a surperformé mon PEA, ce qui est normal, parce que dans mon PEA, j'ai une partie action qui est le marché français ou européen, mais qui n'est pas le marché américain. Mais on voit que le marché américain, mine de rien, en 3 mois, il a pris 12%. Donc c'est assez violent quand même. Si on se compare au CAC, on voit que le CAC a fait 1,18%. Si on va un petit peu sur les graphiques, on va voir que finalement, on est à peu près fin avril, on était à ces endroits-là. On voit qu'il y a une espèce de range là qui est en train de se former. On a un range ici et ça fait un peu le yo-yo. Je pense que le yo-yo est un peu dû aux effets d'annonce de Trump sur les droits de douane notamment. Un coup il dit que ça va bien, un coup il dit on va remettre un petit coup de droits de douane. Donc tout ça fait un peu monter et descendre les marchés finalement dans un range, dans un range qui est borne haute ici, borne basse ici. Et donc du coup on fait un peu le ping-pong en fonction des annonces de monsieur Trump. Et si on se compare au World, un ETF World, on voit que si je me mets sur mai, juin, juillet, il a fait 10%. Donc plutôt performant, mais c'est pas étonnant, le ETF World est composé à plus de 70% de valeur américaine. Donc on retrouve finalement une partie de la performance américaine. Donc voilà, mon portefeuille s'est bien repris en tout cas. Mon PEA fait pour le moment une performance annuelle assez intéressante. Il s'est repris, on va voir comment il constitue un petit peu mon portefeuille, mais dans mes graphiques, on voit que j'ai 57% d'ETF et 39% d'actions et qu'il me reste 3% de liquidité. On va voir un petit peu les derniers mouvements que j'ai faits, mais je suis un petit peu plus frileux en ce moment, cette année, de par justement ce que je disais, le contexte macroéconomique où j'ai l'impression que Donald Trump nous fait faire le yo-yo tous les 3 mois. C'est un peu chiant à vivre d'un point de vue émotionnel. Et puis aussi, on va le voir, j'ai pas été le plus assidu comme d'habitude sur mon DCA parce que j'ai pas mal de problématiques en dehors de la bourse en ce moment, sur ma vie personnelle, qui me laisse pas beaucoup de temps. Et j'ai pas envie d'y consacrer en tout cas du temps là-dessus. Je sais que mon portefeuille roule un petit peu tout seul. Et donc du coup, je me consacre à d'autres choses qui sont plus prioritaires pour le moment. Si on regarde un petit peu, donc voilà, ETF 58% presque, action 40, presque 40%. Si on descend un petit peu, on va s'apercevoir qu'on peut voir un petit peu la part des US qui représente 55%, 25% l'Europe et l'émergent 20%, qui s'est bien repris, l'émergent. Voilà, j'ai fait tout un tas de graphiques. Si on regarde l'ensemble de mon PEA, on voit que effectivement 33% de mon PEA est représenté par le TFSP500. C'est ma plus grosse pondération. Donc quand les Américains vont bien, mon portefeuille finalement se porte bien. Et si on regarde un petit peu le TF SP500, il a eu des gros trous au mois d'avril quand Trump
a fait ses annonces. Il y a eu une petite baisse ici, parce qu'il me semble que Trump avait dit qu'il allait se reposer la question des droits de douane à peu près tous les 3 mois. Donc début avril, début août, on y est. Donc il y a une petite chute. Mais voilà, et puis en ce moment, je crois qu'il y a aussi le contexte un peu toujours pareil, la Russie avec l'Ukraine, Trump qui vient s'en mêler. Donc ça doit faire un petit peu bouger les marchés. Mais voilà, on voit que depuis le mois d'avril, ça monte, le ETF. Il monte très bien. Si on prend le ETF européen, lui, il fait un peu plus le ping-pong comme le CAC. Mais voilà, les ETF sont quasiment à leur plus haut, hein. Si on prend l'ETF pays émergents, là c'est pareil. Il a, voilà, depuis le mois d'avril, si on fait juste un petit... il a pris 30%, quoi. Donc ouais, les émergents reviennent très bien. Je pense que c'est dû notamment à tout ce qui se passe en Inde. Donc voilà, mon portefeuille ETF qui est constitué de ces 3 ETF-là, américains, européens et émergents, avec une pondération qu'on peut voir ici en faveur des Américains. Bah voilà, ça se porte plutôt bien. On voit que cette année, mon portefeuille ETF fait 4%. Mais encore une fois, vous n'allez pas faire la performance du marché si vous êtes en DCA, parce que vous collez tout le temps votre ETF. Vous êtes quasiment tous les mois, tous les 2 mois, tous les trimestres à acheter des ETF. Donc finalement, vous suivez la performance. Donc finalement, sur une performance qui monte dans le temps, votre PRU va toujours grimper. Mais on voit que sur les performances historiques, voilà, je fais 33 sur le SP500, 25 sur l'Europe et 18% sur l'émergent. C'est plutôt intéressant. Si on regarde les derniers mouvements que j'ai fait au ETF, ça doit dater du mois d'avril. Voilà, j'avais renforcé, quand Trump avait fait chuter les marchés, j'avais renforcé le SP500, renforcé l'Europe et renforcé les pays émergents. Donc bah, finalement, ça a été une bonne décision, je pense. De toute façon, on est là pour du très long terme et finalement, tous les points bas sont franchement des points super intéressants à prendre. Donc voilà, pour la partie ETF, elle continue à faire son petit bonhomme de chemin. Continuer à rouler. J'aimerais pouvoir en mettre plus souvent, mais comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai pas beaucoup de liquidité. Je crois que j'ai quelque chose comme 600 euros. Donc en fait, quand je mets une part dans un ETF, si je prends le SP500, vous voyez, ma dernière part, elle m'a représenté 365 euros. Moi, j'avais été un petit peu plus fort, j'en avais acheté 15 au lieu de 10. Habituellement, j'en achète 10, mais quand j'en achète 10, voilà, ça représente 260 euros. Ici, quand j'en achète 10, 162 euros. Et ici, j'en avais acheté 5, ça va représenter 111 euros. Donc on voit que si je fais juste un DCA sur les 3, j'ai plus de liquidité. Donc le but, évidemment, c'est de majoritairement, en très grande majorité, investir l'ensemble de mes liquidités. Hein. J'ai pas envie d'avoir de l'argent qui dort, surtout sur un PEA où les liquidités ne sont pas rémunérées, comme on pourrait trouver sur d'autres courtiers. Le but, c'est vraiment d'exposer mon argent au marché. Mais comme je disais, je suis un peu plus frileux et si Donald Trump a envie de refaire une annonce qui nous crée un point bas de marché comme ça où on perd 20 à 30%, j'ai envie de saisir ces opportunités-là. Et je suis quelque part, j'ai l'impression que c'est un petit peu son dada à Donald Trump, c'est un peu de faire mumuse avec ses annonces. Et je serais pas étonné que durant son mandat, on ait encore des points bas comme ça. Donc j'essaye un petit peu d'y aller de manière un peu plus prudente et d'essayer d'attendre un peu ces fameux points bas. Ça revient du timing de marché, on est un peu loin de la philosophie du DCA, où on est censé investir régulièrement, peu importe si le marché monte ou baisse. Mais voilà, c'est aussi en fonction de mon contexte et des liquidités que j'ai. Je ne peux pas me permettre de faire tout et n'importe quoi. Donc ça, sur la partie ETF. Sur la partie action, bah voilà mon portefeuille. Hein, Vinci, Air Liquide, L'Oréal, OB, Schneider, Euronext, LVMH. Dernier mouvement que j'ai fait, c'est que j'ai acheté du LVMH ici. J'ai acheté du LVMH en 30 juin 2025. Elle avait touché 450 euros. J'estime que c'est un point bas intéressant. Moi, c'est LVMH, c'est une entreprise sur laquelle j'ai des convictions à long terme. Et si on voit 450 euros, voilà, on est à peu près sur cette ligne-là. Je trouve qu'il y a un point intéressant. Alors sur les actions, sur le stock picking, je suis encore beaucoup plus frileux que sur les ETF et j'aime bien m'aider de l'analyse technique, l'analyse graphique pour voir des points bas intéressants. Et là, on était dans une zone historiquement qui est intéressante. Donc voilà, j'ai décidé de recharger sur LVMH. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, LVMH, j'ai 3 actions LVMH. Et on le voit, LVMH, c'est presque ma plus grosse position, mais elle représente 18% de mon portefeuille. Ma plus grosse position étant Air Liquide, que j'ai pas renforcé depuis un moment, mais voilà, ce sont mes positions. J'y vais vraiment doucement sur la partie action. Le stock picking, c'est vraiment très compliqué. Même quand on fait des études approfondies, qu'on
qu'on se documente sur les entreprises de manière précise, en lisant les comptes de résultats, en lisant vraiment beaucoup de choses, on ne sait jamais vraiment comment ça va se passer, je trouve. Donc c'est vraiment très dur, en tout cas pour ma part, moi qui suis, comme je l'ai dit, pas un investisseur professionnel, j'y vais vraiment avec des pincettes. Donc voilà. J'ai renversé LVMH, on voit que c'est la seule finalement action que j'ai dans le rouge. Hein. On voit que sur Euronext, j'ai fait un bagger, je crois, comme on dit. Je fais un bagger de 2, je crois, à partir du moment où on fait x2, donc 100%. Et on voit que sur mes autres, voilà, sur mes autres entreprises, je suis pas mal aussi. Obey qui stagne. Voilà, en termes d'actions, si je devais faire une petite watchlist, les actions qui m'intéressent vraiment, mais c'est pareil, il faudrait attraper des points bas, mais j'ai pas forcément tout le temps de la liquidité. ASML pourrait être intéressante. Et j'aime beaucoup également Essilor, Luxottica. Voilà, on voit qu'il y avait un point bas, une zone ici à peu près à 235 euros, qui aurait pu être intéressante. Je ne l'ai pas attrapé. Ferrari, qui a connu un joli trou d'air à un moment là. On voit qu'il y a une espèce de gap là. Qui est aussi également une action que je surveille. Et sur le PEA, c'est à peu près tout. Sur le PEA, j'en ai pas d'autres. Ça serait ces trois là. De toute façon, j'ai pas envie d'avoir un portefeuille composé de beaucoup trop de valeurs. Mais voilà, c'est ces trois-là. Ferrari, Essilor, ASML et peut-être GTT aussi. Je l'ai pas dit, mais GTT, ouais. Une entreprise que je trouve qui a des beaux fondamentaux. Voilà à peu près les 4 que je pourrais surveiller par rapport à une intégration dans mon portefeuille action. C'est des boîtes que j'aime beaucoup. Je sais même pas, voilà, j'avais mis Sigle secondaire, GTT, ASML, Nemetschek aussi. Nemetschek est vraiment. Elle a fait un beau trou d'air en plus, Nemetschek. C'est de la tech. C'est allemand de mémoire, si je dis pas de bêtises. Mais quand on se met sur du long terme, ça fait que monter. Par contre, c'est très volatile. C'est-à-dire que voilà, on voit qu'il y a des mouvements très forts. Mais voilà, encore une fois, comme j'ai dit, sur la partie action, j'y vais vraiment piano. Très doucement. Je suis peut-être trop frileux. Mais voilà, en tout cas, voilà un petit peu le reflet de mon portefeuille PEA. J'ai touché quelques dividendes, évidemment, au mois de mai, hein, qui est le mois le plus important sur le PEA. On voit que j'ai touché 89 euros. Donc les dividendes ne sont clairement pas l'axe principal de ma stratégie. Mais voilà, on voit que j'ai pris un peu 55 euros au mois d'avril, 88 euros au mois de mai, en gardant quasiment les mêmes valeurs. Donc je fais un peu plus que l'année dernière. Bon là on voit que sur le mois de juin, juillet, j'en ai pas touché parce que je devais avoir des valeurs que j'ai plus en portefeuille à l'époque. J'ai plus Amundi, j'ai plus STM, j'ai plus Equasens. On voit quand même que mon portefeuille a presque été diminué par 2 en termes d'action. Comme je l'ai dit, hein, je prends mon temps, je suis frileux et j'essaye de filtrer. Donc voilà, c'est un petit peu le reflet de mon PEA qui franchement, performance annuelle tout à fait honorable. Hein. Encore une fois, c'est lié aux annonces de Trump. Dès que Trump a une annonce un peu positive, le marché part très fort. On l'a vu avec le marché américain. Derrière, tout le monde suit un petit peu. Donc voilà, le PEA pour le moment est une performance annuelle de 6,40. Quand on regarde les années précédentes, là j'avais fait du 10 en 2020, j'avais fait du 16 en 2021, une année négative en 2022, du 16 en 2023, du quasi 8 en 2024, là 6,47. On est qu'au mois d'août, mi-août, le 15 août. Bon, si on finit entre 7 et 10, hein, c'est clairement l'objectif principal. Donc ce sera une bonne année si on finit entre 7 et 10. Mais encore une fois, j'ai pas de boule de cristal et je pense qu'on n'est pas à l'abri comme d'habitude, d'avoir des marchés qui sont très volatiles et qui sont très réactifs en fonction du contexte macroéconomique comme toujours. Maintenant, je vous propose d'aller faire un petit tour sur mon compte titre, qui est chez DeGiro. Donc on peut voir là, encore une fois, le dashboard, que j'ai 6430 euros sur mon compte titre. Alors vous allez voir sur mon compte titre, c'est différent en termes d'investissement. J'ai beaucoup moins que sur mon PEA et j'ai pas d'ETF. Je suis full action. Et l'objectif avec ce compte titre, c'est d'aller chercher de la croissance. Vraiment, je veux que de la croissance. Et donc du coup, je vais être globalement qu'avec des boîtes américaines. Mais là, encore une fois, vu que c'est du stock picking, c'est de la sélection d'actions, j'y vais vraiment de manière très, comment dire, très, avec beaucoup de prudence. On voit qu'aujourd'hui, voilà, j'ai mon portefeuille qui a quand même 18% de liquidité, ce qui représente presque 1200 euros de liquidité, ce qui pourrait paraître important. Voilà un petit peu mon portefeuille. Si je le mets
valeurs pour voir mes plus... Non, excusez-moi. Si, c'est ça. Voilà, mes plus grosses positions. On voit que mes plus grosses positions, c'est Microsoft. Je fais 62%. Après, on a Apple, on a Nvidia, que j'ai ajouté au portefeuille il n'y a pas si longtemps que ça. On voit qu'elle fait quasiment déjà 50%. Nvidia, c'est, je crois, la dernière valeur que j'ai ajoutée à mon portefeuille. Et comme je disais, vu que j'ai une stratégie de croissance, je ne pouvais pas ne pas avoir du Nvidia en portefeuille. Donc, je l'ai acheté à un moment où elle avait un petit peu baissé. Euh, mais si on va voir un petit peu dans les précisions, Nvidia, je l'ai acheté quand? Tic, tic, tic. Nvidia, là, j'en ai acheté en janvier et en avril, donc le 7 avril. Donc si on regarde un petit peu les graphiques d'Nvidia, comme je disais, j'aime beaucoup m'aider de... Voilà, j'en ai acheté en janvier. Donc en janvier, je sais plus c'est quelle date exactement, le 27 janvier. Donc voilà, j'en avais acheté ici, là, quand elle a perdu un petit peu. Puis là, c'est effondré, puis au mois d'avril, j'ai renforcé. Et puis depuis, c'est tout droit, quoi. C'est Nvidia, quoi. Voilà, quoi. Elle a doublé, quoi. C'est juste dingue. En l'espace de 3 mois, quoi. On était le 8 avril, en l'espace de 4 mois. Elle a doublé, quoi. Et quand on regardait l'historique, c'était quelque chose qui montait fort, quoi. Et donc, du coup, quand on a une stratégie de croissance, ne pas avoir Nvidia en portefeuille, je trouvais que c'était un peu dommage. Donc, du coup, je l'ai intégré à mon portefeuille. Vous pouvez voir ici, c'est tout simplement ma liste, ma liste de mon compte titre. Donc, on retrouve du Google, du Amazon, du Apple. Alors, faites pas attention au tracé, c'est multi-tracé pour moi. McDonald's, Microsoft, MSCI, ça c'est l'indice du Nasdaq qui monte lui aussi en flèche. Hein. Nvidia et Visa. Voilà, c'est toutes les valeurs que j'ai là. Donc voilà, j'ai Microsoft qui est évidemment la plus grosse position, après Nvidia. Ensuite, du coup, Apple, pardon, et du coup, Nvidia est devenu, avec sa croissance, je pense, est devenu une belle position de mon portefeuille. Si on se remet ici, on voit que ma première position, Microsoft, deuxième position, Apple. Et Nvidia est passé devant Amazon, est passé même devant MSCI, de par sa croissance. Hein. On retrouve un petit peu les chiffres qui sont présents sur 2 gyros également ici. Donc on voit que j'ai qu'une seule ligne qui est MSCI, qui est en négatif de 4%. Toute confiance en MSCI aussi. Bon, j'en ai qu'une, mais voilà. C'est une entreprise que j'aimerais renforcer. Et voilà, ce petit lot d'entreprises que j'ai sur mon compte titre, c'est full américain, c'est full croissance. Et en fait, je vais investir dessus de manière occasionnelle quand il y a un peu des points bas de marché. Après, ce qui me chagrine un peu, c'est ce que je disais, c'est que j'ai beaucoup de liquidités là qui dorment. Et donc, du coup, il faut que j'arrive à renforcer certaines boîtes. Donc, parfois, j'attends un petit trou d'air ou parfois, j'attends des résultats à voir si elles sont toujours conformes. Donc voilà. Et en termes de watchlist, j'avais Mastercard, Berkshire Hathaway que j'aimais bien. À l'époque, j'aimais beaucoup aussi Caterpillar, mais j'ai pas su saisir Caterpillar. Et je crois que c'est un TGV depuis. Ouais, c'est ça. J'ai pas su saisir Caterpillar ici, alors que je la surveillais. On était pareil, je pense à avril. Ouais. Et voilà, hein, 260. Elle est montée jusqu'à 440. Voilà, c'est une entreprise que je trouvais très intéressante et en plus pas dans le secteur tech, un secteur un peu, je pensais un peu à une valeur un peu bon père de famille qui monte doucement mais sûrement dans le temps. Et donc sur le compte titre, j'ai pas trop de watchlist. Comme je viens de dire, j'ai Mastercard mais j'ai déjà Visa, j'ai Berkshire Hathaway, pardon. Et ensuite, Ferrari, je pense que je l'ai déjà dit pour mon PEA, mais en fait, de mémoire, je crois qu'elle n'est pas disponible sur Bourse Direct, donc je serais obligé de la... Ou c'est très compliqué, parce qu'il faut l'acheter sur la bourse italienne, avec beaucoup de frais, donc je pense qu'il faudrait que je l'ajoute plutôt sur mon compte titre. Fortinet, c'est une valeur intéressante. Là, elle a pris un gros trou d'air, justement. Peut-être que Fortinet, ça peut être intéressant de rentrer. Je sais pas pourquoi elle a pris un gap à la baisse comme ça. Elle est passée d'un jour au lendemain de 97 à 75 euros. Elle a perdu 20 balles. Donc c'est assez... sûrement un des résultats qui ont déçu, je pense. Mais ça serait intéressant de creuser parce que quand on se met sur du long terme, voilà, on voit que pareil, ça monte gentiment. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ma Mastercard, j'ai dit Meta, c'est pareil. Meta, ça me fait un peu penser à Nvidia en fait. C'est une boîte
Regardez, depuis 2022, quoi. Même quand il y a des trous d'air, en fait, il faut rentrer, quoi. C'est incroyable, quoi. Elle était en 2022, elle était même pas à 100 balles, quoi. Elle approche les 800. Juste magnifique. Meta était effectivement une belle boîte, je pense. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres valeurs que j'ai en watchlist. Encore une fois, l'idée c'est de concentrer ce portefeuille et comment dire, de le faire grossir petit à petit à chaque fois qu'il y a des bonnes opportunités. Donc voilà un petit peu pour mon compte titre. Si on regarde du côté des dividendes, aux États-Unis il y a un peu plus de dividendes, j'ai peut-être dû en avoir. Ouais, j'en ai eu en juin. J'ai eu Microsoft, j'ai eu Visa, McDo, MSCI, Google, et j'ai eu Nvidia en juillet. Et là, je crois que le 15 août, je crois que je me demande aujourd'hui si c'est pas le dividende de Apple. Mais bon, je l'ai pas mis, c'est pas grave. Là, encore une fois, c'est vraiment pas ma stratégie, les dividendes, mais voilà, on voit que chaque année, ça fait un peu d'argent et que c'est pas désagréable d'avoir un peu d'argent chaque année. Ça permet tout simplement de les réinvestir dans notre investissement. Donc voilà un petit peu pour le tour de mon compte titre, qui est full action, comme j'ai dit. Voilà un petit peu ce qu'il en est. On voit quand même qu'il s'est bien repris lui aussi, hein, parce que c'est vrai que j'ai pas fait la comparaison, mais si on s'arrête au mois d'avril, on avait une performance négative de moins 12%, quoi. Donc l'année était très mal partie, notamment à cause des annonces de Trump. Mais les Américains, ils vont très fort dans les deux sens, quoi. Et on voit qu'en mai, 8%. Enfin, c'est mon portefeuille, ça, hein, mais si je prends le SP500, on voit que sur l'année, mine de rien, il est à 8,37%. Moi, j'ai mon portefeuille qui est à 2,59. Donc, je sous-perf le SP500. Encore une fois, je suis concentré avec un certain nombre de titres et j'ai pas forcément les plus explosifs, même si j'ai Nvidia. Mais on voit, voilà, les États-Unis, ça va fort dans les deux sens. Et ça fait plaisir, encore une fois, de voir que voilà, on est repassé dans le vert. Que on va, comme pour le PEA, on va être évidemment dépendant des annonces de Trump. Mais voilà, une année qui était vraiment partie pas folle, se reprend assez vite sur le compte titre. Et comme on le voit un petit peu, hein, en 2021, j'avais fait 30%, là j'avais fait moins 27, pardon. Là 32, là 29, là on est sur 2, donc pour le moment on est loin des moyennes habituelles. Mais attention, en 6 mois, ça peut aller vite. On peut faire une année à moins 15, comme on peut faire une année à plus 20. Donc il faut être patient, fidèle à son plan, fidèle à sa vision et rester confiant sur le long terme. Maintenant, je vous propose d'aller voir mon appartement que j'ai mis en location courte durée sur les plateformes comme Airbnb et Booking. Et j'ai une annonce à vous faire, en fait, tout simplement. Vous le savez, pour ceux qui sont habitués à la chaîne, j'ai un fichier de suivi qui trace mes performances de mon appartement sur les plateformes Airbnb et Booking. Et avec ma femme, avec ma conjointe, on a décidé tout simplement de changer de stratégie. On va stopper la location courte durée. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo spéciale location courte durée avec presque à plus d'1 an et demi de location courte durée pour voilà, donner un petit peu mon ressenti, comment tout ça s'est passé. Mais voilà, vous voyez qu'au mois de juillet, j'ai rien mis. Alors en vrai, on a coupé à partir du 20 juillet. Donc en fait, il faudrait que je le fasse. Et oui, je vais le faire. Juste pour avoir le suivi le plus précis et terminé. En fait, on a changé de stratégie avec ma compagne. D'ailleurs, cet appartement, c'était celui-ci. Voilà, il était sur Airbnb, il était sur Booking. On voit que mine de rien, en 1 an et demi, on est passé super haute et on a eu voilà, une note de 4,77. Donc voilà, c'est un appartement qu'on avait complètement rénové et qu'on a tout simplement mis en location courte durée. Vous pouvez voir les photos, c'était voilà, un appartement un peu à l'ancienne, qui était dans son jus, et voilà, full rénovation, on avait 3 chambres, et ça marchait plutôt bien honnêtement, et on avait, comment dire, on avait un taux d'occupation qui était assez élevé, parce que si on se remet là, en moyenne, sur l'année 2025, on était à 72%, et sur l'année voilà, 2024, on était presque à 80%. Mais en fait, c'est tout simplement ce qui s'est passé, et c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure en préambule. J'ai mes investissements en bourse, j'ai également mes investissements pour le coup en immobilier que je fais avec ma conjointe. Mais là, gros bouleversement de notre côté, en fait, on a décidé d'un point de vue immobilier, d'un point de vue projet, de faire construire une maison, notre résidence principale. Donc on a trouvé un terrain, ça faisait à peu près 1 an et demi qu'on cherchait. Là on est locataire dans la maison dans laquelle on se trouve et voilà, on a laissé passer le marché du Covid, les prix qui étaient un peu à la hausse. Le marché
c'est un petit peu calmé. On a des taux en plus qui baissent un petit peu, même si les taux sont négociables dans le temps. Je pense que je peux me remettre en grande cam, c'est plus intéressant. Mais voilà, on avait comme projet de trouver notre résidence principale pour nous quatre, hein, moi, ma femme, mes 2 enfants. Et voilà, ça faisait à peu près un an et demi qu'on cherchait, on a visité plein de maisons, on a cherché également des terrains. On était vraiment ouvert aux deux choses, c'est-à-dire soit acheter dans l'ancien, soit faire du neuf avec un terrain. Et on a trouvé un terrain, on a signé la promesse, et donc du coup, dans le cadre de ce financement de projet, il faut savoir qu'une location courte durée, c'est considéré par la banque comme du commercial. C'est-à-dire qu'ils vont nous demander 3 bilans. Parce que cet investissement qu'on a là et qu'on suit, on voit, hein, tous les mois, on a un loyer à payer. On a un loyer payé de 1050 euros. Et pour le moment, vu qu'on avait un an et demi, presque, on serait arrivé à 2 ans d'exploitation, tous les revenus qu'on a touchés ne comptent pas, tout simplement. Parce qu'encore une fois, la location courte durée est considérée comme du commercial. Et donc du coup, on a décidé tout simplement de passer sur un bail meublé classique. Et là, pour le coup, ça va être pris en considération par la banque. Et du coup, par rapport à notre précédent crédit, à notre taux d'endettement, hein, comme j'ai dit, hein, on avait une mensualité de 1050 euros. Là, on a arrivé à le louer pour un peu plus de 1200 euros. Donc voilà, on va être chaque mois dans le positif. Il nous restera toujours l'expert comptable à payer et le foncier, qui était ici, quoi, ces 2 sommes-là. Et donc du coup, ça va être lissé sur l'année, mais ça va être beaucoup plus facile à gérer. C'est une somme qu'on va lisser, on va être capable d'épargner tout au long de l'année pour payer ces 2 choses-là. Mais d'un point de vue bancaire et d'un point de vue emprunt, crédit qu'on veut par rapport à ce nouveau projet, cette nouvelle construction qu'on a trouvé, en fait, c'est beaucoup plus intéressant pour nous, pour la banque et pour notre projet. Donc voilà, c'est un gros projet là qui commence. Je ne sais pas trop si j'en parlerai sur la chaîne, parce que c'est assez, déjà ça va être très très long. Je pense que c'est un projet qui va durer globalement 2 ans. Là, il faut savoir qu'on a signé la promesse devant chez le notaire, on a trouvé un terrain. Ensuite, il faut déposer un permis de construire. Ce permis de construire, il doit être purgé de tous les recours possibles et imaginables. Donc concrètement, on a signé la promesse là. On a évidemment mis des clauses, hein, sur la promesse. Clause évidemment de l'obtention du permis de construire et du clause de l'obtention d'un crédit qui nous permet de financer le projet. Si une de ces 2 clauses-là, malheureusement, n'est pas bonne, ça nous permet de sortir du projet sans perdre d'argent. Mais toujours est-il que voilà, on a trouvé un terrain, on a signé une promesse de vente chez le notaire, le permis de construire est prévu fin octobre. Une fois qu'il est purgé de tout recours, on va arriver finalement avec toutes les démarches administratives fin mars, courant avril 2026. Et après, il faut compter minimum un an et demi de construction pour la maison. Donc voilà, c'est un gros projet pour nous. Comme je disais tout à l'heure en amont, sur cette chaîne, je partage un petit peu de manière très transparente et honnête mes investissements. Donc je ne sais pas trop si j'en parlerai, parce que de toute façon, en plus, c'est une résidence principale. Ça n'a pas pour objectif une future rentabilité. Là, ce qu'on voulait, c'est de trouver notre maison pour vivre tous les 4 dans un confort qui nous convient. Et donc, c'est le but un petit peu de ce projet-là. Donc, je ne sais pas trop, mais toujours est-il que la partie location courte durée, je pense que pour le moment, va être mis en pause sur la chaîne. Si jamais dans les années futures, du coup, on ressort du bail classique et qu'on repart sur une location courte durée, évidemment, j'en ferai un suivi, comme j'ai toujours fait sur la chaîne. Mais voilà, je voulais vous en parler. Comme je l'ai toujours dit sur cette chaîne, on est honnête, on est transparent. Donc du coup, la location courte durée, c'est fini. Je sais pas si ça intéressait beaucoup de monde. Dites-moi en commentaire si vous étiez là principalement pour la bourse ou pour la location courte durée, ou voir les deux. Moi, je pense qu'initialement, vu que j'avais lancé ma chaîne sur l'investissement en bourse, je pense que la majorité des gens qui me suivent, c'est pour la partie investissement en bourse, et moins pour la partie location courte durée. Mais je pense que ça pouvait, encore une fois, donner une vision aux gens qui pourraient s'y intéresser. Donc voilà, pour le moment, stop la location courte durée. Comme j'ai dit, je vais faire une vidéo, je pense, bilan de ce qui s'est passé pendant 1 an et demi, 2 ans sur cette location courte durée, vous donner un petit peu notre ressenti, comment on l'a géré, quelles seraient les choses qu'on peut optimiser, les choses où il faut faire gaffe, les choses qui sont à prendre en compte si jamais vous voulez vous lancer vous aussi dans la location courte durée. Donc voilà, c'était
la petite annonce que je voulais faire sur la partie immobilière. Et sur la partie budget, bah, j'ai pas eu le temps, en toute honnêteté, en toute franchise. Vous savez que j'aime bien suivre mon budget chaque mois aussi. Et donc si on va sur mon budget, vous allez voir que mon budget, voilà, depuis juin, juillet, je ne l'ai pas fait. Je sais que je suis dans les clous, hein. Je sais que j'ai pas fait de folie. Je suis pas reparti aux États-Unis ou faire un voyage de fou. Mais je l'ai pas fait. La même raison, c'est que en fait, le projet là que je viens de vous dire, de construction, projet immobilier, nous bouffe beaucoup de temps. Et également la partie où il fallait qu'on switch entre la partie location courte durée, bail classique, ça nous a pris du temps également. Et comme je l'ai dit en intro, je suis pas investisseur professionnel. Et donc du coup, bah, il faut savoir arbitrer, savoir un peu piloter son temps et son énergie. Ma femme dirait sa charge mentale, et elle a raison, en fonction des priorités du moment. Et je savais que mon investissement en bourse roulait tout seul et qu'on était concentré sur la partie immobilière. Donc du coup, voilà, le reste a un petit peu été mis de côté. C'est pas pour autant que je ne suivais pas, mais voilà, c'était clairement pas mes préoccupations du moment. Donc voilà un petit peu pour ce gros bilan finalement de ces 3 derniers mois, ce qui s'est passé. On a vu un investissement en bourse, bah, ça suit son bonhomme de chemin, et l'année fait que pour le moment on est reparti à la hausse, plutôt agréable. La partie immobilière, on stoppe la location courte durée et on part sur un gros projet avec ma femme de résidence principale, bah, tout simplement pour avoir la maison, j'ai envie de dire, de nos rêves pour elle, moi et mes 2 enfants. Donc voilà, c'est un projet extrêmement motivant, extrêmement énergivore également, mais bon, c'est pour des... J'ai envie de dire, c'est pour une bonne raison, ce sont des bons problèmes, quoi. La partie budget, bon, voilà, elle a été mise entre parenthèses sur cette vidéo-là. Encore une fois, je sais pas si c'est vraiment ce qui vous intéresse le plus. Mais voilà, je voulais faire un bilan. Ça fait quelques mois que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, donc c'est chose faite. Encore une fois, vous avez cette page ici, en description. Vous retrouvez mes 2 moyens principaux pour communiquer avec moi en message privé. Vous retrouvez le lien qui renvoie à mon fichier de suivi qu'on a vu là tout au long de la vidéo. Vous retrouvez mes 2 offres de parrainage. Je le rappelle, j'ai une offre commerciale avec Bourse Direct, qui est mon courtier depuis 5 ans. Cette offre commerciale égale un parrainage boosté. Donc n'hésitez pas à en profiter. Vous avez 200 € plutôt que, je crois que c'est 30 €. N'hésitez pas, vous utilisez mon code. Pareil pour DeGiro, vous avez une offre à 100 € de frais de courtage offerts. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Encore une fois, le plus important c'est ça. J'échange régulièrement. Cet été, j'ai encore échangé avec des gens sur Discord. Il y a quelques habitués, puis il y a des nouveaux qui arrivent. Je suis vraiment ouvert à vous aider, notamment si vous téléchargez le fichier ou si vous vous lancez dans l'investissement en bourse, on peut échanger. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils, mais je suis là un petit peu pour vous apporter quelques réponses, pour vous rassurer aussi, parce que ça fait 5 ans que je le fais maintenant. Donc à travers mon parcours, vous pouvez bien voir que je suis quelqu'un de lambda et je fais des choses assez de manière simple et que ça fonctionne. Donc encore une fois, voilà, je suis à votre disposition à travers ces 2 réseaux-là, n'hésitez pas. Je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne, je ne sais pas quand. J'aimerais retrouver cette régularité de tous les mois. Je vais faire un effort, je vous le promets. Mais c'est pas garanti. Comme je vous l'avais compris en plus là, jusqu'au mois d'avril 2026, avec mon gros projet de construction de maison, ça va être assez prenant, assez chronophage. Mais d'ici là, en tout cas, je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à très vite sur la chaîne. C'était Papa Investi. Vamos!